contribué à ce rapport, mais ça sort d'où, on va dire, cette passion pour les effets secondaires tout d'un coup? Alors, je ne suis pas passionnée par les effets secondaires. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'informations réellement objectives. On avait juste un niveau d'information subjectif quand on regardait notamment les rapports de la NSM, etc. Donc très tôt, au mois de juin, on a commencé à décortiquer la base de données Eudravigilance. On a découvert notamment des signaux très forts concernant les Eudravigilance, on rappelle, c'est la oui. base de données des effets secondaires en Europe, qui est gérée par l'Europe. Par l'EMA. Et donc, on s'est rendu compte très tôt qu'on avait un signal d'alerte très fort concernant les myocardites et les péricardites, qui n'était pas mis visiblement sur surveillance. En tout cas, il a fallu attendre au mois de novembre le rapport du GIS EPIPHAR de la NSM. La France est rapporteur concernant les injections Pfizer au niveau européen. Donc, le rôle de la France est primordial afin d'avoir une évaluation, on va dire, objective sur les effets indésirables concernant ces injections. Et par la suite, on a ensuite décortiqué la base de données américaine, où là, on s'est rendu compte d'une augmentation inédite de plusieurs signaux d'alerte. Les myocardites, les péricardites, les troubles du cycle menstruel, les thromboses, les AVC, les paralysies faciales. Enfin, il y a toute une liste, malheureusement, de pathologies concernées. Et donc, très récemment, on a reçu les données de la NSM qui ont été transmises, qu'on nous a transmises suite à une demande de la CADA, et dans laquelle on a découvert notamment que l'échec vaccinal, très tôt, dès 2021, avant même l'adoption du pass sanitaire à l'Assemblée nationale, était le premier effet indésirable grave en termes de mortalité et d'effets graves. Donc, ils n'ont jamais fait porter à connaissance des parlementaires, des députés, ce phénomène. Donc Vincent pourra y revenir. Vincent, peut-être, donc on parle d'effets secondaires, mais c'est quoi un effet secondaire en fait? Alors un effet secondaire, c'est tout simplement un symptôme qui va intervenir suite à la prise d'une substance médicamenteuse et qui n'est pas en fait lié à l'effet qu'on voudrait du médicament. Donc c'est quelque chose a priori de superfétatoire par rapport à ce qu'on voudrait faire et qui est qualifié en général d'indésirable. Donc il y a l'effet secondaire qui est une chose, il y a l'effet secondaire c'est inattendu et indésirable qui en plus effectivement va créer une pathogénicité chez la personne qui l'a prise. Et donc évidemment ces effets indésirables on les découvre au fur et à mesure, en réalité, d'abord durant les essais cliniques, ensuite quand le médicament est commercialisé en population générale, ce qui fait que ces effets indésirables, normalement, sont en surveillance toute la vie du médicament. Et on peut avoir très bien des effets indésirables qui remontent des dizaines d'années après la prise de médicaments, et donc qui nécessitent qu'on soit sans arrêt à l'écoute justement des signaux. Les signaux, c'est les petits indices, en fait, a priori qu'on n'est pas sûr au début qu'ils soient forcément, mais quand on les cumule, en fait, qui viennent apporter un faisceau d'indices concordants sur l'idée que l'effet pathogène est bien consécutif à la prise de la substance, en fait. Alors Emmanuel, vous êtes experte en intelligence artificielle. Est-ce que, on va dire, le réel et l'intelligence artificielle peuvent aider pour observer, pour quantifier ces effets secondaires? L'intelligence artificielle, c'est avant tout de la modélisation. Ça s'appuie principalement sur des très grandes masses de données à l'ère du big data. Et on pourrait éventuellement réfléchir à la mise en place au regard des données américaines, des données européennes, en vue de faire de la prédiction, mais ça resterait une probabilité qui ne reflèterait finalement qu'une partie du réel. Là, nous sommes quand même dans un essai clinique, on va dire, d'envergure, à taille réelle. Donc, la probabilité est totalement inconnue. On tomberait dans des probabilités extrêmement faibles de pouvoir... ce qui compte, en fait, avant tout, c'est de pouvoir, comme l'OPECST, en fait, l'a très bien marqué dans son rapport préliminaire, elle a mentionné notamment de la nécessité de remédier, d'utiliser des masses de données à la fois à l'échelle européenne et également américaine, ce qui n'est absolument pas fait en France. En France, la NSM se cantonne à utiliser les déclarations
sous forme, on va dire, sous forme exhaustive. Ils omettent totalement les phénomènes de biais de sous-déclaration. Le phénomène également que déclarer en France relève pratiquement du parcours du combattant. Il y a également, bien sûr, les médecins qui refusent de faire des déclarations parce qu'ils statuent à la place des enquêteurs des CRPV que l'effet en fait constaté ne vient pas du vaccin de façon totalement unilatérale. Et tout cela pose question. Voilà. Les CRPV, c'est les centres régionaux de pharmacovigilance. Vincent, avant de parler de cette fameuse balance bénéfice-risque, normalement, c'est quoi le process que doit suivre l'analyse des risques au travers de tout ça? Ce qui est très important, comme a rappelé Emmanuel, c'est que en fait, les risques doivent être au début rapportés sans essayer forcément de chercher un lien de causalité. C'est-à-dire que pour une simple suspicion chronologique, disons, ou pour un patient qui viendrait voir en disant, comme pour les effets de cycle, souvent les femmes disant, moi je me connais très bien et en fait j'ai des problèmes de cycle depuis que j'ai une perturbation. J'ai une perturbation depuis le vaccin, il me semble que c'est ça. Et c'est surtout pas, dans un premier temps, au médecin de décider si oui ou non il y aurait une imputabilité, une relation de cause à conséquence. Il faut savoir que les effets indésirables sont toujours reconnus d'une manière statistique. C'est-à-dire que si effectivement, du côté de la NSM, on voit arriver tout d'un coup effectivement 100, 1000, 10 000 personnes qui toutes en même temps se plaignent de la même chose sans qu'on sache a priori si c'était bien un effet de cause à conséquence, eh bien elle va dire ah oui effectivement là il y a trop de déclarations qui vont dans le même sens pour que ce soit du hasard et donc je vais investiguer un peu plus pour savoir si ensuite microbiologiquement par exemple bien je peux expliquer ces effets donc du vaccin sur les effets de cycle, pareil pour les myocardites, etc. Donc de toute façon le processus c'est il y a obligation pour les médecins de déclarer, même s'il n'y a aucune assurance, à partir du moment où il y a une simple suspicion, en général chronologique, mais pas que, eh bien de dire oui, je vais le déclarer pour que du coup, derrière, les administrations dédiées puissent elles, faire les statistiques, mettre en évidence les corrélations d'abord, corrélations qui vont ensuite évidemment être complétées par des analyses plus précises en termes de microbiologie, disons, de sorte qu'on puisse mettre en évidence après le lien de causalité. Donc si je comprends bien, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dès lors qu'il y a un dysfonctionnement et qu'on observe des dysfonctionnements, il faudrait juste les compter? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on les met en comparaison, justement, d'où le fait d'avoir accès, par exemple, aux autres vaccins, qu'est-ce qu'eux ont pu faire remonter comme signaux, comment on compare ce qu'on a pour les vaccins à ARN contre la Covid par rapport à toutes les autres formes de vaccins, de sorte qu'on mette en évidence, eh bien, effectivement, des choses anormales, des anomalies, en fait, de manière statistique, c'est assez simple. Et après, à ce moment-là, effectivement, on peut tirer la sonnette d'alarme. Donc c'est vraiment ça le principe. Ça vient toujours de manière statistique, le plus souvent. Éventuellement, après, il y a des causes microbiologiques qui sont mises en avant, de sorte que... On ira après. Là, restons juste au niveau des dysfonctionnements. On observe ces dysfonctionnements. Il faut les signaler tout de suite. Et on les met dans un tableau et on coche à chaque fois qu'il y en a un, on les additionne. Exactement. Et c'est ce que vous avez fait, Emmanuel, quand vous avez analysé, vous avez analysé la somme de tous ces chiffres? Alors, j'ai analysé donc, les données brutes de la NSM. Et donc, la NSM, déjà, on a relevé des problèmes, on va dire, de compétences au niveau technique, hein, au niveau fondamental et rudimentaire au niveau du système de formation. Il n'y a pas de modélisation, c'est très compliqué à qualifier. Donc on s'est rendu compte notamment que le nombre de décès qui étaient reportés, donc qui étaient mentionnés dans les rapports officiels de la NSM, était sous-évalué de 30% au regard du nombre de décès qui apparaissaient dans les données brutes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de communication. C'est-à-dire qu'en fait, le premier effet grave et la première cause de mortalité, c'est l'échec vaccinal, qui a été mis sous surveillance par la NSM en mai 2021. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dès, en fait, très tôt en 2021, la deuxième cause de mortalité concernait les morts subites et les morts inexpliquées. Nous sommes actuellement en 2023, février 2023. Ce signal fort n'est toujours pas mis sous surveillance par la NSM. Ça ne veut pas dire que c'est causé par le vaccin, mais en tout cas, il devrait y avoir... Au moins, ça doit être compté. Tout à fait. Comptabilisé. Non, c'est-à-dire qu'en fait,
ce signal devrait être mis sous surveillance par la NSM à destination des CRPV afin qu'elles prêtent attention, on va dire, à des déclarations de mort subite et de mort inexpliquée. Donc le commandant de bord au niveau du CRPV, il devrait se dire, tiens, il y a ce signal, je dis à tout le monde qu'il y a ce signal, si vous avez des remontées, dites-le moi. Tout à fait. Et on analysera après si jamais il y a une relation de causalité, c'est ça? Et ça peut constituer un défaut de vigilance qui peut être condamné, justement, au niveau judiciaire. Donc les dysfonctionnements que vous avez observés, c'est justement ces défauts de vigilance. On a un défaut de vigilance, on a également de la tromperie, voire même de la tromperie aggravée, puisque rappelons quand même que le pass sanitaire, la communication de la NSM a toujours été de dire notamment que les vaccins étaient sûrs et efficaces. On a l'audition donc de la directrice de la NSM au Sénat le 1er décembre 2021 qui explique qu'elle a constaté qu'il y a moins d'hospitalisés non vaccinés que non vaccinés. La CADA reconnaîtra quelques mois plus tard qu'il n'existe pas de données d'hospitalisation ou de décès concernant le statut vaccinal. Alors la CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire vous pouvez saisir cette commission pour demander toute conversation ou tout document. C'est ce que vous avez fait. Vincent, si jamais je me tourne vers vous, parce que vous avez analysé les effets du confinement en modélisation en regardant les bénéfices et les risques. Là, vous avez aussi fait la même chose pour les vaccins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette balance bénéfice-risque dont on parle tous? Et j'ai l'impression qu'on me parle plus des bénéfices quand j'entends tous vaccinés, tous protégés, et on ne me parle pas des risques. Oui, alors tous vaccinés, tous protégés, c'est juste un slogan en fait, qui n'a rien à voir effectivement avec le réel, qui est basé sur rien. Et sur cette notion de balance bénéfice-risque, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été un thème qui s'est invité dans les débats parlementaires, qui s'est invité sur les plateaux télé, qui a surtout été utilisé en disant effectivement la balance bénéfice-risque est favorable ou positive. Donc, alors pourquoi pas, effectivement, c'est une question que j'ai posée à Emmanuel à un moment donné et qu'on s'est posée en disant mais comment est-ce que les autorités de santé définissent cette balance bénéfice-risque et quels sont leurs arguments, leurs chiffres pour dire qu'elle est positive ou favorable? Emmanuel et moi-même avions essentiellement, par exemple sur le Covid, comparé les risques entre les risques Covid et les risques vaccins. Bon, c'était effectivement qu'est-ce que je risque si j'ai le Covid, qu'est-ce que je risque si j'ai le vaccin, en particulier en termes de létalité. Et on s'était rendu compte qu'en termes de létalité donc, apparente sur le Covid et le vaccin, hélas, 3 fois hélas, la létalité apparente du vaccin était supérieure à celle du Covid pour énormément de classes d'âge, en particulier pour les plus jeunes. Donc en fait, on était un petit peu surpris de l'affirmation répétée d'une balance bénéfice-risque favorable. Et je suis allé regarder, du coup, au niveau des textes de loi européens, ce que c'était que cette balance bénéfice-risque, comment elle était définie et comment, effectivement, il fallait l'utiliser. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez une AMM conditionnelle, comme pour le vaccin, vous avez besoin de respecter 4 critères impératifs pour pouvoir obtenir cette AMM, dont 2 qui sont extrêmement suspects. Le premier, c'est d'affirmer qu'il n'y a pas de traitement qui permette de répondre effectivement à la maladie que vous essayez de traiter, d'où le fait qu'on a cherché systématiquement à dénigrer l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est avant de faire une injection, avant de donner une autorisation pour une injection qui est quand même une action physique, il y a peut-être, regardez s'il n'y a pas des traitements qui sont des éléments plus légers, on va dire, moins perturbateurs. Tout à fait. Il faut que, pour que vous imposiez un vaccin sans qu'il ait encore l'ensemble de ses phases cliniques terminées, donc une AMM conditionnelle, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de quoi traiter la maladie. Ça paraît évident. Ça paraît logique. Et deuxième critère, c'est important, il faut que, c'est écrit dans les textes européens, la balance bénéfice-risque soit positive. Alors, c'est écrit tel quel dans le texte, donc vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette balance bénéfice-risque positive? Est-ce qu'elle est décrite quelque part? Et en réalité, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune définition au niveau des textes européens de la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des dires d'experts. Il y a une sous-commission, donc c'est la CHMP donc, au sein de l'EMA, qui joue en gros le rôle de la NSM, si vous voulez, en France, et qui, elle, est dédiée justement à écrire dans ce qu'on appelle des rapports d'évaluation. Et dans ces rapports d'évaluation, elle est chargée d'affirmer si oui ou non la balance bénéfice-risque est favorable.
Sauf que, en fait, elle fait n'importe quoi. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de description formelle de cette balance bénéfice-risque, vous commencez à écrire des affirmations dans lesquelles, à la fin, vous dites, sur la base de ce que nous avons dit, nous considérons de manière arbitraire et autoritaire que cette balance bénéfice-risque est favorable. Donc, dans ce cadre-là, ce qui est très rigolo, et donc on a exhumé un document, effectivement. Oui, en fait, on pourra le montrer, on le mettra, on va dire, dans le. Voilà, où en fait l'EMA, donc par l'intermédiaire de la CHMP, en fait, essaye de comparer des bénéfices et des risques. Et donc les bénéfices qu'elle va essayer de mettre en avant par la vaccination, c'est le bénéfice absolu, c'est-à-dire le nombre de vies sauvées par la vaccination contre des personnes qui seraient éventuellement mortes du Covid si elles n'avaient pas été vaccinées. Et ce calcul, en fait, est totalement délirant. C'est-à-dire qu'on multiplie 3 chiffres entre eux, qui sont complètement arbitraires, qui ne sont pas sourcés. Et on dit, voilà, en un mois, la vaccination a sauvé 197 personnes chez plus de 82 ans, etc. etc. Et ce bénéfice, on essaie de le comparer à quelque chose. Alors, si on avait voulu être logique, il aurait fallu comparer le nombre de vies sauvées avec le nombre de vies perdues par la vaccination, puisque effectivement, mais pour faire ça, il aurait fallu avouer que le vaccin est capable de tuer des gens, et ça, évidemment, c'est quelque chose que la Commission voulait pas faire. Et donc, du coup, ils se sont mis à comparer donc, un nombre de vies sauvées avec des gens qui subissaient à cause du vaccin des accidents thrombotiques. C'est-à-dire que vous comparez deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc des choix à droite, des carottes à gauche. Qui plus est, quand vous regardez un peu ce qu'on appelle les dimensions physiques, ça ne correspond pas. Et vous dites à la fin, puisque 3 km c'est supérieur à 5 kg, eh bien, je dis que la balance bénéfice-risque est favorable. Voilà, en résumé, ce que nous servent aujourd'hui les autorités européennes de plus haut niveau, c'est-à-dire des choses qui sont parfaitement surréalistes du point de vue scientifique, mais qui permettent d'obtenir formellement l'idée qu'on a coché la case dans la MMC sur les vaccins, d'une balance bénéfice-risque qui est favorable au vaccin. Manuel, je sais que vous avez beaucoup aussi conversé avec la biostatisticienne Christine Coton, qui a justement regardé les études qui ont mené à cette approbation. Donc dans ces études, si jamais je comprends bien, on a aussi une liste des effets secondaires qui sont listés, mais on ne les a pas mesurés de suite, on les regarde que 15 jours après et sur un temps qui est relativement court. Donc vous avez fait l'analyse sur le temps long. Et aujourd'hui, vous vous apercevez qu'il y a une corrélation entre les études et la réalité ? Alors, il y a quand même une forte corrélation dans la mesure où, par exemple, dans les données de la NSM, on apprend que 62% des décès surviennent entre J0 et J1. Et plus de 56% également au niveau des effets indésirables graves, entre J0 et J1, le jour même ou le lendemain de la vaccination. Ce qui est assez, en fait, les échelles sont peut-être un peu différentes, puisqu'après, il y a tout ce qui est lié à la déclaration. Mais effectivement, en fait, cette longue liste de pathologies, dont elle a montré notamment plusieurs fois, qui était dans les documents finalement de Pfizer, mais on va dire assez cachée, puisqu'elle apparaît dans une section d'une vidéo pendant 30 secondes, et après on n'en entend plus parler. Sont référencés notamment et référencés l'échec vaccinal, les problèmes d'AVC, de thrombose, de myocardite. Tout ça a été connu dès le départ. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans les études, on savait, mais on n'a pas voulu en parler. Tout à fait. Vincent, est-ce que c'est pas naturel, on va dire, de vouloir parler de ses succès, donc du bénéfice, plutôt que de ses échecs, c'est-à-dire les risques ? Oui, si vous poursuivez effectivement un objectif qui est d'imposer à tout prix une vaccination encore en cours d'expérimentation, surtout puisqu'elle est en cours d'expérimentation, puisqu'on rappelle que c'est toujours en phase 3, vous ne pouvez pas avouer qu'il y ait des risques et des risques importants. Et donc, si vous voulez, c'est une attitude, on va dire, normale de l'industrie pharmaceutique qui veut sans doute profiter d'une forme de peur, de panique qu'on a instrumentalisée par rapport au Covid pour ensuite imposer en fait un essai clinique de phase 3 à l'ensemble de la population quasiment mondiale, avec derrière effectivement l'idée que comme il n'y a quand même normalement pas d'obligation formelle en tout cas, un consentement libre et éclairé du coup qui va être un peu vicié, enfin qui va être même carrément vicié parce que on ne vous parle absolument pas des risques associés. Et pour revenir donc sur l'échec vaccinal dont a parlé Emmanuel, qui très tôt en fait est la première cause
de décès. Donc à J0, à J0, c'est ce qui a aussi montré par le docteur Hervé Seligman dans les chiffres sur les données israéliennes, c'est ça? Exactement. Et en réalité, donc il l'a montré lui à l'été 2021, mais en réalité, on connaissait déjà donc cet échec vaccinal qui est associé à ce qu'on appelle un effet ADE, c'est-à-dire l'idée que la vaccination en fait va favoriser à la fois l'infection et quand vous avez l'infection, va favoriser les effets graves. Et ces effets ADE, c'est connu en fait. Les ADE, ça veut dire? Alors c'est des anticorps facilitants, c'est-à-dire que en fait votre système immunitaire, au lieu de vous protéger, en fait va dégrader vos réponses immunitaires face à la maladie. Et ce sont des effets qui sont connus sur certains types de vaccins et certains types de pathogènes. La dengue, par exemple, on sait que c'était le gros problème dengue-vax en fait aux Philippines avec Sanofi Pasteur, en fait, où on s'est rendu compte qu'en vaccinant de la dengue, eh bien, les gens qui ensuite attrapaient éventuellement la dengue avaient des effets beaucoup plus graves que s'ils n'avaient pas été vaccinés. Et on sait déjà sur les coronavirus, pareil, sur les vaccins coronavirus, on sait déjà qu'il y a des anticorps facilitants. Et donc, en réalité, c'était quelque chose qui tout de suite devait être sous surveillance parce qu'effectivement, on avait déjà dans la littérature une expérience sur ça. Et il y a 2 courbes de mortalité qui vont apparaître très vite, en fait, au Portugal et en Angleterre. Alors, vous avez aussi mis ça dans votre rapport. Tout à fait, le Portugal. Oui. Voilà, le Portugal, donc on voit une grosse courbe en cloche là sur la fin qui succède en fait à une petite montée, un petit plateau et tout d'un coup une grosse courbe en cloche. Et pareil pour l'Angleterre, c'est exactement les 2 mêmes courbes en fait. Et sur cet aspect donc, de grosse courbe en cloche qui arrive, j'ai fait un petit modèle pour savoir à quel moment on pouvait situer le début de l'événement. Voilà, donc j'ai fait une hypothèse très simple, j'ai dit voilà, il y a un événement naturel qui est la diffusion d'un virus, c'était la fameuse vague d'octobre en fait partout en Europe. Et tout d'un coup, il y a une explosion de la mortalité Covid, je tiens à le préciser, mortalité Covid en fait, à des niveaux qui sont 2-3 fois supérieurs. Et combien de jours après en fait? Alors, ce qu'on voit, c'est que le début du phénomène correspond exactement au début de la vaccination. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cherchez l'origine du phénomène d'explosion de mortalité Covid, en fait, vous remontez exactement aux dates de première vaccination. Une analyse temporelle des données. Exactement. C'est une forme de corrélation temporelle. Exactement. Mais vous ne pouvez pas affirmer que c'est causal. Exactement. Moi, d'ailleurs, quand j'ai fait cette présentation au CIC, j'ai dit, moi, mathématicien, en termes d'études effectivement de temporalité, je peux vous dire que l'origine de ce phénomène de surmortalité Covid, il est situé à la date de première vaccination. Donc, mais je ne savais pas pourquoi ni comment. Et en réalité, au fur et à mesure sont arrivés les effets ADE, et donc les biologistes m'ont dit, mais c'est vraisemblablement parce qu'effectivement, la vaccination a provoqué un affaiblissement des défenses immunitaires chez les personnes vaccinées, qui fait que quand le virus circulait, parce que le problème c'est qu'on a également effectivement vacciné en période de circulation du virus, donc avec des vaccins qui sont possiblement facilitants pour les anticorps, vous créez des formes plus graves. Ces formes plus graves peuvent parfaitement vous conduire à la mort. Et c'est effectivement ce qui a été également observé en Israël, c'est-à-dire que à la suite des campagnes de vaccination, on a eu des pics de mortalité Covid, et donc cet effet d'échec vaccinal, en fait, est connu depuis très longtemps et il a été ignoré. C'est-à-dire que ces courbes, elles datent de début 2021, c'est-à-dire que c'est vraiment les toutes premières vagues de vaccination chez les personnes les plus âgées. Et en fait, on a déjà des preuves statistiques qu'il y a un signal dont il faut tenir compte. Et il est d'autant plus intéressant qu'on sait par expérience que les effets ADE existent sur la dengue et sur d'autres coronavirus. Et donc, c'est ici quelque chose qui était tout de suite visible et que, justement, la NSM a refusé, en fait, de prendre en compte dans sa communication et dans ses avertissements. Donc, quelque part, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand on a commencé à parler des myocardites ou des effets sur le cycle des femmes, on ne nous parlait pas d'un phénomène qui était plus important? Je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi? Je crois que de toute façon, ils n'ont jamais eu on peut se poser la question sur la loyauté de leur communication. Dans le sens où, visiblement, le nombre de décès a été falsifié, où les fréquences d'apparition, l'incidence de certaines pathologies a été volontairement minimisée, car en fait, ils ne tenaient absolument pas compte du biais de sous-déclaration et considéraient simplement leurs données comme étant exhaustives. Donc, dans tous les sens, de toute façon, de tous les côtés, il y a malheureusement, je pense que la conclusion de tout ça, de toutes les analyses que nous avons faites, c'est qu'il y a un défaut de vigilance. Alors, avant de parler justement des détails et des effets secondaires en détail, j'avais une question pour Vincent Pavant. Quelque part, quand on préparait cette émission, on parlait de l'incitation que les médecins ont eue à vacciner les gens. Est-ce qu'ils ont une incitation à déclarer les effets secondaires? C'est-à-dire, je crois que c'était 80 € par vaccin.
on les a payés 80 € pour déclarer les effets secondaires? Oui, tout à fait. Ça avait été rappelé très tôt par le docteur Christian Perron à l'époque, effectivement, quand on a mis en place les vaccinodromes avec des incitations financières énormes, des médecins qui ont vu leurs revenus exploser. Et à l'inverse, effectivement, malgré l'obligation qui leur est faite par le Code de santé publique, eh bien, des médecins qui rechignent à déclarer les effets indésirables pour une raison simple, c'est qu'effectivement, ça dure très longtemps de déclarer un effet indésirable. On estime que c'est souvent une quarantaine de minutes, peut-être 45 minutes, avec effectivement aucune contrepartie financière là-dedans, avec également des patients qui eux-mêmes en fait avaient beaucoup de mal à déclarer eux-mêmes ces effets indésirables parce qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Simplement, c'est une procédure effectivement technique. Il faut se connecter avec une plateforme, il faut beaucoup d'informations, notamment le numéro de l'eau que beaucoup effectivement de patients Ne connaissent pas ou ne connaissent pas, n'avaient pas parce qu'il ne leur avait pas été donné. Alors le médecin peut retrouver ça, mais ça lui prend du temps justement. Et ce temps-là, comme il n'est pas rémunéré, c'est une première chose. Et deuxième chose, en fait, comme le rappelait Emmanuel, en fait, dans sa communication à l'adresse des professionnels de santé, justement sur la fréquence d'apparition d'effets indésirables, notamment les myocardites, l'ANSM a volontairement en réalité minoré dans sa communication, sans doute par un facteur 20 à 10 et peut-être même plus 100, un certain nombre d'effets indésirables, notamment les myocardites qui sont remontés très vite en réalité dès l'été 2021 en Israël, qui a été la première effectivement à signaler ça. On rappelle la mort en juillet 2021 de Maxime Beltra, donc justement d'une myocardite. Et donc en fait, comme l'ANSM a minoré volontairement et même a trompé, on a un document très précis où on voit très bien que l'ANSM cherche à tromper les médecins sur les fréquences d'apparition d'effets indésirables, eh bien les médecins ont été sans doute incités à ne pas considérer. Et donc, ils ont fait ce qu'ils ne devaient jamais faire, c'est-à-dire eux-mêmes essayer de chercher l'imputabilité sur le cas direct, au lieu de le faire remonter, j'allais dire, sans trop se poser de questions, comme le protocole les y oblige. Donc oui, on a vraiment, si vous voulez, deux choses. Une communication, les vaccins sont sûrs et efficaces, vous êtes incité financièrement à le faire. Et de l'autre côté, une communication de la NSM qui volontairement minimise les risques, avec une procédure très lourde pour laquelle vous n'êtes pas rémunéré. Donc quand vous faites le bilan de tout ça, effectivement, eh bien, on voit bien que les médecins préfèrent vacciner en disant que c'est sûr et efficace que de prendre le temps de faire remonter un effet indésirable pour lequel la NSM dit que de toute façon, il n'y a pas de corrélation. Et je tiens à rajouter aussi quand même, quand vous discutez avec de nombreuses victimes, elles vous mentionnent, enfin elles vous racontent en tout cas que leurs médecins ne leur ont jamais expliqué qu'il y avait des effets secondaires à ces vaccins. Donc dans le cadre du consentement libre et éclairé, Il n'y en a pas eu. on leur a demandé de consentir à se vacciner sans leur expliquer les risques. Tout à fait. Donc quelque Jamais. part, le consentement est vicié. On a des centaines de victimes qui nous ont fait part que jamais ils n'ont reçu d'informations concernant les effets secondaires. Alors, c'est connu quand même dans le Lancet, dans le British Medical Journal, il y a depuis longtemps, donc ce n'est pas la période Covid, on le sait qu'il y a une sous-déclaration des effets secondaires, parce que c'est compliqué. Alors c'est assez marrant, parce que c'est assez facile de faire une injection, c'est assez facile de vicier le consentement, mais est-ce que l'incitation ne devrait pas être portée justement sur le risque? Puisque quelque part on fait prendre un risque, et ce risque, on ne peut pas revenir en arrière une fois qu'on a fait injecter. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la question centrale est tellement celle justement du consentement libre et éclairé que mon interprétation sur la révocation du docteur Amin Umlil, en fait... C'est très bien de le saluer, oui. On salue Amin Umlil et on le soutient évidemment du plus profond de notre conscience et on remercie toute la parole qu'il a pu apporter sur ce consentement libre et éclairé parce que Amin Umlil non seulement est docteur en pharmacie mais également formé en droit avec une maîtrise en droit. Et pour moi, une des raisons pour laquelle on l'a radié, c'est qu'on veut éliminer de l'équation une personne extrêmement gênante pour le pouvoir. On se souvient que son audition à l'OPQST le 24 mai 2022 avait été suivie par énormément de personnes. Il avait été particulièrement brillant, ce qui avait permis effectivement de développer ensuite sa parole dans les médias sur cet aspect de consentement libre et éclairé. Et c'est pour moi une des raisons pour laquelle on cherche évidemment à éliminer quelqu'un de gênant. Donc, il faut vraiment le soutenir par tous les moyens. Il y a des pétitions qui circulent sur sa position, de sorte qu'effectivement, alors j'espère qu'il gagnera en appel. En tout cas, ce ne serait effectivement que justice. Donc oui, la question du consentement libre et éclairé est
tout à fait importante et elle repose, comme le rappelle très bien Minimi, sur une information claire et loyale. Et c'est le problème de cette information claire et loyale, si vous voulez, prendre le temps pour un médecin, effectivement, de proposer à son patient qui lui pose une question sur les effets indésirables, sur la balance bénéfice-risque, ça prend énormément de temps. Et là, ces médecins ne sont pas des statisticiens, ils n'ont pas les moyens, effectivement, d'aller, comme on l'a fait avec Emmanuel, explorer le VARS, explorer Eudravigilance, sortir des indicateurs, faire des comparaisons par rapport aux autres vaccins, etc., etc. Donc, ils en sont réduits finalement à avoir une information très pauvre qui est celle, en général, diffusée par la MNSM, c'est-à-dire les rapports de CRPV, qui sont absolument édifiants, hein, parce qu'il n'y a rien, on ne sait pas comment les calculs sont faits, même quand vous essayez de refaire les sommes, ça ne tombe pas juste. Enfin, il y a vraiment des horreurs et des erreurs absolues. Et par conséquent, de toute façon, ces médecins sont démunis dans l'information claire et loyale parce qu'on ne leur fournit pas. Et c'est exactement ce qui a été pointé par si vous voulez, le rapport intermédiaire de l'OPQST sur les effets indésirables. J'en profite pour signaler que l'OPQST avait promis un rapport définitif fin octobre 2022. Ce rapport n'est toujours pas sorti. Il y a eu des relances de la part des sénateurs, notamment la sénatrice Laurence Muller-Bronn. Ce rapport, manifestement, ne sortira pas. Et donc, il est très important qu'on puisse avoir néanmoins un rapport au moins définitif sur lequel on pourra se prononcer. Donc, tout ça pour dire que dans le rapport de l'OPQST intermédiaire, il était écrit spécifiquement que les enseignants-chercheurs devaient être intégrés maintenant sur l'étude des effets indésirables. Et donc, on devait leur ouvrir les chiffres de sorte qu'eux puissent produire, notamment via le Conseil scientifique indépendant, via Réinfo Covid, les analyses des scientifiques de Réinfo Covid, une information critique. Et par exemple, juste un petit exemple, sur les effets ADE, donc les anticorps facilitants, il y a eu un très très bel article qui a été paru dès 2022 sur le site de Réinfo Covid qui explique que c'est connu sur les coronavirus, c'est connu sur la dengue, et ça c'est une information médicale qui n'est pas distribuée par exemple par les NSM ou les CRPV et qui est en fait absolument fondamentale parce que si vous la liez à ce qu'on a vu effectivement en termes de mortalité Covid, ça permet aux médecins de dire attention, moi j'ai de l'information effectivement qui me dit après, eux-mêmes peuvent venir nous contacter, nous faisons des choses reproductives, nous faisons des choses sourcées, et par conséquent, ça permet effectivement que les enseignants-chercheurs, et non pas seulement les administrations. Les administrations sont remplies de gens qui sont des docteurs, etc., mais qui très tôt en fait abandonnent la science pour faire de l'administration, là où les enseignants-chercheurs restent dans des fonctions scientifiques, et donc avec toujours la raison pour laquelle on a commencé Emmanuel et moi, c'est que nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, quand on nous propose des chiffres, on va regarder derrière comment ils sont construits, on ne fait jamais confiance par principe, et ça ne sert jamais d'argument d'autorité, simplement d'argument de débat, et à la fin, il y a une convergence pour être d'accord, mais c'est exactement ce qui manque aujourd'hui dans l'information libre et éclairée. Donc, quelque part, vous êtes en train de faire le travail de vérification pour construire un consensus. C'est exactement ça, pour qu'effectivement, on puisse discuter d'argument à argument, de chiffre à chiffre, de programme à programme, de conclusion à conclusion. Ce qui a manqué profondément. Oui, vous avez bien fait de rappeler que le docteur Amin Humil, qui a été lui aussi suspendu pour avoir parlé, pour avoir porté une parole contrariante, une parole qui justement se veut libre et éclairée au sein de l'administration, au sein de la représentation nationale lors de cette enquête parlementaire qui a été menée par Cédric Villani. Alors moi, j'ai eu juste une information, c'est que le rapport il devrait sortir au mois de juin, j'ai entendu. Mais je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. En tout cas, tournons-nous vers Emmanuel. Et moi, ce que j'aimerais savoir, Emmanuel, c'est s'il y avait 3 ou 4 chiffres que je devrais garder à l'esprit sur les vrais chiffres de ces effets secondaires. Et quels effets secondaires sont les plus importants? Donc, on en a vu un, c'est ce qui se passe juste après la vaccination, dont on ne nous parle pas. Maintenant, on a entendu parler des myocardites, des problèmes des femmes, des risques qu'encouraient les pilotes. Sans nous faire peur, juste en restant très factuel. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on fasse peur aux gens, j'aimerais juste qu'on leur dise les choses. Comme ça, ils peuvent savoir et ils peuvent analyser le bénéfice et le risque. Alors, au niveau français, la deuxième cause de mortalité, c'est la mort subite. Donc, mort subite. C'est pas une peur. bière en Belgique, ça, hein? Non. Après, on a 35 fois plus de myocardite avec ces injections qu'avec les autres vaccins. 35 fois plus. Tout à fait. 35 Mais fois 35 plus. sur un... Il y en a combien par centaines de milliers de personnes? Non, si on reporte en fait en termes de nombre d'injections, on a 35 fois plus de myocardite par rapport aux autres vaccins. Et ça a été reconnu par la NSM ou l'Agence européenne? Ah non, mais ça ne sera jamais reconnu de toute façon, puisque tous les risques sont minorés, comme a dit Vincent. Après, quand on regarde les données américaines, on s'aperçoit qu'on a 18 fois plus de troubles du cycle menstruel que pendant les 30 années consécutives, tous vaccins confondus.
On a des facteurs finalement multiplicatifs qui sont assez effrayants. Je pense qu'il y a quand même à mon avis, 4 grands signaux qui sont l'échec vaccinal, on en a parlé, les myocardites, les péricardites, les atteintes cardiaques. Après, on a des problèmes les troubles du système lymphatique comme les thromboses thrombopéniques. Et puis, donc, les problèmes de cycle. On ne mesure pas actuellement, et c'est ça qui est assez inquiétant. Alors, les troubles du cycle sont une manifestation extérieure, mais au niveau de l'homme, on n'a pas de mesure sur l'impact de ces injections concernant, par exemple, les spermogrammes, les choses comme ça. Donc, sur la fertilité, à proprement 35 parler. fois plus de myocardite, 18 fois plus sur les cycles des femmes. Il y a une femme qui a porté la voix des femmes à l'OPSCT, Mélodie Ferron, avec son collectif Où est mon cycle. Je crois qu'il y a un film qui va sortir qui s'appelle Where is my period? Où est mon cycle? Qui va justement essayer de porter dans les salles cette information. Vous avez été en contact avec Mélodie, j'imagine? Oui, bien sûr. Et ces cas, ils sont vraiment avérés ou bien c'est juste encore une élucubration de l'esprit, ce 18 fois plus? Non, ils sont vraiment avérés. Alors, Mélodie est principalement mieux placée que moi pour en parler, mais on a beaucoup de femmes qui n'ont plus du tout leur cycle, des jeunes filles, notamment par exemple à partir de 12 ans. Ça peut commencer très tôt, qui commençaient à avoir leur cycle et qui n'ont plus du tout leur cycle. Des femmes qui ont perdu leur utérus, donc là, malheureusement. Et puis aussi des femmes qui étaient ménopausées, notamment vers 70 ans, et qui sont remis à avoir leur cycle de façon totalement étrange. Donc c'est pas une légende urbaine, malheureusement. C'est pas non plus ces femmes, parce que l'EMA a stipulé que ça pouvait être multifactoriel, avec notamment un effet psychologique. Un peu, vous savez, la caricature d'une femme, de la femme qu'on peut se faire dans certaines sociétés un peu hystériques, etc. Malheureusement, non. Ce sont des femmes très, très saines d'esprit. Donc, je pense qu'on a un véritable problème de santé publique. Et malheureusement, effectivement, alors quand on voit que l'Union européenne a acheté des milliards de doses, donc Virginie Giron, je crois, a parlé de 4,7 milliards de doses en 2020, en 2021, 2020, C'est quelques 2021. 10 doses par personne. Ça fait 10 doses. 10 doses par citoyen européen. Oui, de 0 à 200 ans, quel que soit leur âge. En 2022, il y a eu 650 millions de doses qui ont été achetées. En 2023, là, ils sont en train de négocier au niveau du prix. On atteint des milliards et des milliards d'euros au niveau de la Commission européenne. On peut s'interroger longtemps, on peut s'interroger en tout cas de façon légitime, est-ce qu'il ne s'agit pas à un moment donné du détournement de fonds publics? Voilà. 35, un facteur 18. Vincent, si jamais vous deviez enseigner à des élèves, est-ce que c'est significatif? Oui, tout de suite. Il y a un réflexe qu'on a quand on fait des sciences, de la physique notamment, mais l'épidémiologie est une forme de science physique, en fait, de physique statistique, c'est que tout de suite, c'est les ordres de grandeur qui doivent importer. C'est vraiment la première chose. Et quand vous voyez effectivement, très tôt d'ailleurs, parce qu'en réalité, ces signaux sur les myocardites, les effets de cycle, les thromboses, les échecs vaccinaux, arrivent très très vite en fait dans les bases de pharmacovigilance. Et ils arrivent avec des facteurs d'échelle qui sont ce qu'on appelle incommensurables, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas les comparer tellement effectivement il y a de différences. Et là, tout de suite, c'est quelque chose qui doit vous interpeller. Et en fait, nous, c'est ce qui nous a tout de suite interpellés en tant que physiciens, en disant, mais c'est pas possible, si vous avez un seul vaccin en une année, qui va provoquer 18 fois plus de signalements que sur les 30 vaccins pendant 30 ans réunis, bon voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est tout de suite quelque chose qui est absolument, qui saute aux yeux, comme on dit, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour dire stop, on arrête. Là, il y a un vrai problème sur les effets cycliques, les myocardites, etc. Donc les myocardites, c'est un facteur 8, un seul vaccin en un an par rapport à 30 comparé sur effectivement 30 années réunies, etc., etc. Et par conséquent, les autorités ne pouvaient pas ne pas savoir, sauf qu'elles ont fermé leurs yeux. Alors évidemment, on va dire en France, c'était peut-être pas tout à fait ça, mais il y a une obligation dans les textes de loi de la part des autorités d'utiliser tous les moyens disponibles en fait pour pouvoir évaluer les signaux. Comme là, on avait effectivement
des vaccins qui étaient dispensés sur toute la planète, avec en particulier un système de surveillance aux États-Unis qui est quand même plutôt pas mal fait, le VERS. Ils ont mis en place en plus un système qu'on appelle de pharmacovigilance active, qui est le VSAFE, c'est-à-dire que là, vous attendez pas que les signaux remontent, vous allez vous-même les chercher. En réalité, on avait toutes les bases de données, l'EMA, et ce qu'a très bien démontré Emmanuel, puisqu'elle a fait vraiment un travail très approfondi, c'est qu'on retrouve en plus sur le VARS et Eudravigilance des indicateurs communs quasiment à la virgule près. C'est-à-dire que dès le mois, on va dire, de juin 2021, où on commence notamment la vaccination en population générale sur les jeunes, avec quelques pays qui sont en avance, Israël notamment, on a déjà tous les signaux qui apparaissent, mais qui sautent aux yeux. C'est-à-dire ces ordres de grandeur, comme je vous dis, qui sont incommensurables et qui font qu'il faut tout arrêter en urgence. Enfin, c'est une certitude. Et en réalité, on a préféré faire comme si tout ça n'existait pas. Et en particulier, on a refusé la discussion avec les enseignants-chercheurs. Je peux vous parler d'un chercheur qui s'appelle Bernard Bégaud, qui est un des pontes de la pharmacovigilance en France, avec qui on a échangé quelques mails et qui nous a dit « Mais ce que vous faites sur le VERS, c'est n'importe quoi ». Alors évidemment, il n'a pas pu le justifier parce que c'est tout sauf n'importe quoi ce qu'on fait. Mais en fait, très tôt, je pense qu'il y a eu également de la part des gens de la pharmacovigilance cette idée que au fond, eux-mêmes ne voulaient peut-être pas supporter la responsabilité de tirer la sonnette d'alarme. Ils ont eu un peu peur face à la machine exécutive, médiatique qui était mise en place. Et donc, les signaux étaient connus et en fait, on a fait comme si on ne les voyait pas. Alors moi, ce que j'apprends là, jusque-là, c'est que, ce que je vais essayer de résumer, donc le premier effet secondaire, c'est juste après la vaccination, c'est l'échec vaccinal. Deuxième chose, c'est les myocardites, 35 fois plus de signaux. Après, les effets sur les femmes, 18 fois plus. Et vous me dites que, en fait, la première des choses qu'on regarde, c'est l'ordre de magnitude. Donc, on est censé être capable de l'observer. C'est ça ? Il y avait effectivement, il y avait aucun souci pour voir que, et quand vous tracez ce qu'a fait Emmanuel depuis le VARS, les comparaisons sur le nombre d'effets déclarés, sur ce qu'on a dit, myocardite, etc., on ne voit même pas ce qui se passe dans les années précédentes, tellement ce qui se passe en 2021, 2022 écrase le tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, ni d'avoir fait médecine et une spécialisation en santé publique pour arriver à ça. N'importe quel citoyen comprend très bien que ça ne va pas. C'est pour ça qu'il y a eu effectivement, je pense dans le cadre d'ailleurs de la loi, on peut penser en France en tout cas de démocratie sanitaire, des gens comme Mélodie Ferrand qui ont dit mais attendez, nous on voit tout ça, c'est évident, il n'y a pas besoin, quand on discute autour de nous, tout le monde tombe d'accord, il n'y a pas besoin d'indicateurs très très fins là-dessus et c'est pour ça que nous on est presque un peu frustrés des fois. Parfois c'est tellement simple qu'on se dit non, bon, c'est pas possible qu'on en arrive à ne pas voir ça quand même. Donc oui, il y a des vrais problèmes d'ordre de grandeur qui sont incommensurables. Alors Virginie Joron, qui nous a invités ici, vient de nous rejoindre. Elle s'était absentée pour aller prendre part au vote, donc pour remplir sa fonction démocratique. Quand vous les entendez dire qu'il y a 35 fois plus de risque de myocardite, 18 fois plus sur les effets secondaires, sur les cycles des femmes, que cet ordre de magnitude est visible, que quelque part, on a l'impression que la pharmacovigilance n'a pas voulu voir. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que parlementaire? Encore une fois, ça m'effraie parce que ces chiffres qu'ils ont bien décortiqués, on les a aussi directement par ces offices. Et j'étais une des premières à avoir soulevé ce sujet des effets secondaires. J'avais déposé une résolution en 2021, septembre 2021, tout de suite, parce que ça a été le premier rapport qui est sorti de la NSM. Donc là, on avait quand même des chiffres qui étaient concrets. Et donc j'avais déposé cette résolution. Alors j'avais été attaquée à l'époque pour fake news. En tant que député européen, j'ai le droit de déposer une résolution pour demander à l'époque un fonds d'indemnisation des victimes des vaccins contre la Covid, mais surtout pour mettre ce sujet sur la table. Quid des effets secondaires? Parce que le problème avec ces contrats d'achat qui ont été passés par la Commission, on se rend compte, qu'on n'a toujours pas accès à ces contrats, et surtout, à la lecture des clauses qui ont été hackées, on voit que la responsabilité du laboratoire est un peu exclue du bateau. Ce qui veut dire que ça va être, on le sait très bien, en France, c'est très difficile d'attaquer un laboratoire, ça prend des années. Et puis moi, j'ai envie de dire, quand on a une autorisation sur la mise sur le marché par l'EMA, qui est provisoire et conditionnelle, en même temps, on voit qu'il y a une explosion des effets secondaires. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels de l'Agence européenne du médicament, qui, à l'époque, répertoriait environ 1 million de cas d'effets indésirables, avec des chiffres très précis que vous pouvez retrouver sur le site
pour Pfizer, à l'époque c'était Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Janssen. À l'époque, en septembre, c'était déjà 435 779 000 cas pour le vaccin Pfizer. Donc ça a été déposé, ça a été balayé d'un revers de la main. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec mes autres collègues députés européens? On a redéposé la même résolution 6 mois après avec les nouveaux chiffres. Et là aussi, pareil, toujours les mêmes vaccins avec toujours la même problématique, avec, on voit bien, une augmentation des effets secondaires. Et pareil, la commission qui devait débattre sur ce sujet a, pareil, jeté cette résolution à la poubelle. Et ce sujet qu'on a aussi évoqué lors de l'audition de Pfizer à l'occasion de la commission Covid, moi je suis intervenue sur ce sujet. Puisqu'on a maintenant des chiffres, on voit que Pfizer est ciblé avec ses problèmes, comme vous l'avez dit, de myocardite, péricardite, de troubles menstruels, où en fait ils mettent bien dans leur rapport qu'il y a un lien direct. Là maintenant c'est fait. Et donc la question c'est, est-ce que eux, Pfizer, ils ont mis en place une cellule à l'intérieur du laboratoire pour, je ne sais pas, mettre des fonds de côté pour les futurs appels ou enquêtes ou procès, et aussi pour voir s'ils débattent de cette question. Évidemment, c'était Janice Mon à l'époque, elle répondait, on l'a eu sur une autre question, pas sur celle-là malheureusement. Et donc c'est effrayant parce qu'il y a une volonté de ne pas ouvrir ce dossier. Donc on a, avec mes collègues députés européens, toujours les mêmes, Rob Roos, Ivan Sinčić, Christian Terès, Mislav Kolukuzic, on va redéposer une nouvelle résolution puisqu'on a de nouveaux chiffres. Je crois que les derniers chiffres de la NSM démontrent qu'il y a 26% de cas graves pour Pfizer, ce qui est énorme. Et donc pour enfin que cette stratégie vaccinale reste libre, reste aussi et surtout qu'on suspende, parce que ce schéma de mise en place d'une vaccination périodique, elle est quand même actée et elle est proposée à tous les 27 États membres. Aujourd'hui, ils sont déjà en train de mettre en place la 5e dose, l'autorisation pour les enfants. Donc, vous voyez, il y a un décalage entre une volonté de continuer à mettre en place une stratégie du tout vaccinale et en parallèle, une explosion des effets secondaires. Vous avez bien décrit les problèmes, les effets, les statistiques. Vous avez bien ciblé tous ces effets secondaires qui ont un impact sur la vie des Français et des Européens. Et à côté de ça, il y a une volonté de ne pas ouvrir ce dossier. Donc nous, voilà, on est là pour, de nouveau, 3e résolution, pour proposer à la Commission de mettre en place un fonds d'indemnisation pour les victimes. Comme ça, au moins, le sujet se remettra, j'espère, sur la table. Donc là, on aura la chaîne. Voilà. Emmanuel Darle, quand vous avez fait toutes ces analyses, quand vous avez porté cette voix, on va dire, dissidente, mais cette voix qui est quand même factuelle et basée sur vos analyses, on vous traite d'antivax. Quand vous entendez la députée Virginie Joron, ça vous rassure de savoir qu'il y a des politiques qui portent encore, qui vous soutiennent là-dedans? Qu'il y ait des politiques qui nous soutiennent, oui, évidemment, en fait. Mais il n'y en a pas assez? C'est un travail d'équipe. Non, il n'y en a pas assez parce qu'ils sont pris dans un narratif, malheureusement, qui est compliqué, je pense, à combattre aussi, de par les médias, le rôle des médias dans cette histoire. Mais je pense, en tout état de cause, qu'on pourra peut-être sortir vraiment de façon, on va dire, avec la tête haute, en faisant plus confiance aux chercheurs européens, aux institutions, on va dire, académiques, en ouvrant les données, en faisant preuve de transparence auprès de chaque citoyen. Et alors, nous, c'est ce qu'on avait proposé, c'était la mise en place d'un consortium européen de chercheurs pour analyser ces données brutes, pour pouvoir trouver en fait un interlocuteur, d'être un interlocuteur privilégié, pourquoi pas auprès du PRAC, voilà, pour essayer de faire un travail d'équipe, parce qu'à un moment donné, ça revient à combattre une information qui relève de la doctrine. Donc je pense qu'il faut avoir un outil objectif, mettre en place une méthode de travail saine et scientifique. Voilà. Alors, Virginie Joron, vous disiez jusqu'à présent qu'il fallait tirer les leçons, on va dire, parce qu'il y a une forme d'accélération du calendrier vaccinal et des obligations vaccinales. On va vacciner tout le monde et en même temps, on entend qu'il y a une explosion des effets secondaires. Ouais. Alors, il y a des États en Europe qui ont suspendu la vaccination, qui ont réduit, on va dire, le périmètre. Ouais. Vincent, est-ce que vous avez des exemples d'États qui ont justement tiré les leçons?
J'en connais pas exactement. Je ne sais pas quels sont les États qui ont Virginie. retiré. Moi, là, je vois que la stratégie de la 4e dose, le 2e booster, ça fait plus rêver, on va dire. Quand je regarde les derniers chiffres que j'ai du Parlement européen, tout est sourcé. Je ne sors que des chiffres parce que là aussi, on est attaqué pour un nom par rapport à notre parole. Et donc, les derniers chiffres démontrent que la 4e dose, c'est 6,2% dans l'Union européenne. La Bulgarie, c'est le moins, 1,2%. Et le Portugal, c'est le plus 5%. C'est les chiffres de novembre 2022. Effectivement, il faut un peu réactualiser. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, d'un côté, la stratégie de la 4e dose est un échec. Ça veut dire aussi, et on l'entend de plus en plus par rapport à ces contrats d'achat, puisqu'en fait, il y a une dynamique de commande. Il y a eu 4,6 milliards de doses qui ont été passées en 2020. Et là, il y a une renégociation d'achat de 500 millions de doses pour 2024. Ce qui veut dire qu'on continue cette stratégie, il y a un décalage. Et on voit bien que certains États membres veulent sortir de ces contrats, donc les pays baltes. La Pologne, à un moment donné, a dit « Attendez, il faut arrêter de commander pour nous ». Et vous avez la Hongrie aussi qui veut freiner un peu cette commission qui veut continuer à commander, surcommander. Et là, il y a des chiffres qui sont effarants. Et là, je vais encore poser la question à la Commission. On va monter au créneau. C'est-à-dire la Commission s'est engagée à 4,6 milliards de doses. Et quand on voit les chiffres d'injection en Europe, on est à peu près à 900 millions d'injections. Un quart. Voilà. Où est passé le reste? Alors, ils nous disent que c'est parti chez COVAX. Donc là aussi, on a posé la question combien? C'est quand même de l'argent COVAX, public. c'est le mécanisme qui reprenait les vaccins et l'envoyait en Afrique, c'est ça? Surtout les AstraZeneca, dont plus personne ne voulait parce qu'ils ont vu effets secondaires. Il y a eu quelques décès malheureux suite à ces injections, notamment dans les pays nordiques. Tout de suite, ils n'ont plus voulu propager AstraZeneca. J'ai une anecdote. Moi, je suis allée en Arménie pour une mission et au cours des discussions, parce qu'ils sont hors Europe, ils pouvaient contractualiser directement avec certains laboratoires, dont notamment Pfizer. Et quand ils ont vu qu'avec AstraZeneca, il y avait toute cette problématique d'effets secondaires et des décès aussi, ils se sont retournés vers Pfizer, mais quand ils ont voulu négocier la clause de responsabilité, Pfizer a dit non. Donc ils se sont retrouvés un peu pris au piège et donc ils se sont exclus aussi de cette stratégie du tout vaccinal. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup les pays de l'Est, Roumanie, Croatie, ils entendent cette volonté de l'Union européenne d'offrir des vaccins à tout le monde, mais après, concrètement, ils se méfient de plus en plus de cette politique autoritariste qui, je le rappelle, l'histoire du communisme, ils sont quand imprégnés de cette idéologie, et cet autoritarisme, du coup, qui vient de Bruxelles, ils sont un peu méfiants maintenant. Alors, tel un tanker, il y a une forme d'inertie, c'est-à-dire que déjà, pour mettre en place la politique vaccinale, ça a été long. Puis après, ça avance et pour l'arrêter, ça devient difficile. Et donc, il n'y a que quelques petits pays qui, jusqu'à présent, ont pris des mesures. Dans les travaux que vous avez faits, donc on va prendre le VARS donc aux États-Unis, vous voyez aussi cette volonté d'arrêter ou de ralentir? Alors, au niveau du VARS, nous, on voit surtout les effets indésirables. Et on n'a pas observé, en tout cas, au niveau cinétique, on n'a pas observé de ralentissement, on va dire, donc il y a toujours, le train est en marche. Tout à fait. Donc il faut essayer d'arrêter ce train. Disons qu'il faut fournir, nous, notre seul but, c'est de fournir une information claire et loyale, de sorte que les gens puissent se déterminer. On n'est pas plus, Emmanuel, moi, que je pense autorisable, anti-vax, ça n'a aucun sens. Simplement, il y a des vaccins qui sont effectivement efficaces, qui sont sûrs, d'autres qui ne le sont pas. Là, il se trouve que les résultats des calculs qui ont été faits montrent que, de notre point de vue, d'après les données qu'on a pu évaluer, il y a pas vraiment d'efficacité. L'échec vaccinal, c'est la première cause, effectivement, d'effets indésirables. Et il n'y a pas de sûreté. Les myocardites ont été exposés. Je rappelle 2 articles qui sont coïncidents sur l'idée que il y a de 2,3 à 2,8% de myocardites suite aux injections. Donc, on avait rappelé avec les affiches qu'on avait produites à Toulouse par l'association Réinfo Liberté. Nous, on avait calculé avec les effets de sous-déclaration un effet grave, un effet indésirable grave toutes les 100 injections. Et là, on est exactement dans ce genre de chiffres aujourd'hui. Et par conséquent, voilà, il faut juste que les gens le sachent. Après, ils prendront leurs décisions en conscience. Alors juste, il y a eu un sujet dont on n'a pas parlé, c'est les suspendus. Ces personnes qui n'ont pas voulu succomber, quoi qu'il en coûte, à cette injection et à cette obligation vaccinale.
on en parle beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Oui, alors effectivement, Et je sais qu'il nous reste peu de temps. Donc peu de temps, oui, oui. Nous avons financé avec Créinfo Liberté des campagnes d'affichage pour les soutenir avec un site qui s'appelle Les Essentiels, sur lequel vous pouvez aller et qui est un travail de photographe sur les témoignages associés à ces gens-là qui sont extrêmement courageux et qui, pour moi, incarnent vraiment la résistance absolue aujourd'hui dans cette société. Virginie Jean, vous avez eu la courtoisie de nous accueillir ici. Je vais vous laisser c'est le mot de la normal. fin. Non, Alors, mais- on a appris beaucoup de choses avec ces deux spécialistes. C'est l'intérêt, ouais. C'est tout l'intérêt de vous inviter parce que c'est important de continuer à diffuser une autre information. Vous voyez bien, on n'a pas la liberté de parole dans tous les médias. Et je trouve qu'aujourd'hui, tout ce travail que vous avez fait aussi grâce à François a permis d'ouvrir le débat, d'ouvrir la porte à des gens qui ne prenaient pas la parole. Et c'est important parce que voilà, c'est le Parlement européen, c'est ce que ça incarne effectivement toutes ces valeurs d'échange, de liberté d'expression. Madame Metsola vient d'ouvrir la séance en rappelant que ça fait partie des valeurs intrinsèques de l'Europe. Donc voilà, je suis très heureuse de vous avoir eu aujourd'hui. Vous êtes de nouveau, le Parlement vous appartient. Vous serez de nouveau invité quand vous le souhaitez, parce que je pense que ceux qui nous écoutent ont besoin d'entendre ces paroles. Parce que, comme vous l'avez dit, la santé, le choix de se faire vacciner ou pas est important. Et avec ces débats, avec ces échanges d'idées, ça peut permettre effectivement un choix plus éclairé. En tout cas, Merci merci à vous. Emmanuel Darl, merci Vincent Pavant, merci Virginie Jean de nous avoir accueillis ici. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission qui était longue, mais j'espère qu'elle aura été surtout instructive et que vous avez pu avoir l'occasion d'en savoir plus sur ces effets secondaires. Ils sont rentrés au Parlement européen. Espérons qu'ils y resteront et qu'ils n'en sortiront pas par la petite porte, mais qu'on en tirera les leçons. Et juste, je veux dire que derrière vous deux, il y a énormément d'autres personnes qui travaillent. Donc, vous avez été les porte-paroles, la partie visible de l'iceberg. C'est juste bon de rappeler qu'il y a énormément de citoyens qui œuvrent dans l'ombre pour faire reconnaître ces éléments-là et que Vincent et Emmanuel sont là pour porter cette parole. Merci donc Merci à à vous vous. de votre travail. Merci. Merci. Merci à vous.